Laisse béton! Si, à l'annonce de votre projet de quitter la ville, vous vous entendez dire qu'il faut être retraité pour s'installer à la campagne, et que d'ailleurs il n'y a que des vieux qui vivent dans le monde rural, vous pourrez désormais répondre en donnant l'exemple de Marie. À 25 ans à peine, Marie a quitté Paris pour devenir responsable du Collège royal et militaire de Thiron-Gardais. Ce site historique, racheté et restauré par Stéphane Bern, abrite un musée et un jardin ouverts aux visiteurs en pleine campagne d'Eure-et-Loir. C'est en 2020, pendant le premier confinement, que Marie a pris conscience de ce qui l'animait vraiment, et c'est alors qu'elle a décidé d'ouvrir le champ de ses possibles. Quelques mois plus tard, elle quittait la capitale et le monde du conseil en ressources humaines pour une toute nouvelle vie au vert. Cette histoire, Marie la raconte avec sincérité et enthousiasme dans l'épisode que vous allez entendre. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour. En 2 mots, qui êtes-vous ? Alors, en 2 mots, donc je suis Marie Enoch, j'ai 26 ans et j'habite aujourd'hui dans le très joli village de Thiron-Gardais où je suis responsable du Collège royal et militaire, un établissement ouvert au public avec un musée et son jardin. Vous êtes arrivée l'année dernière, je crois. Il y a pile 1 an, en fait, mais 1 an aujourd'hui. C'est dingue, je suis ravie d'être là pour cet anniversaire. Merci. Alors expliquez-moi, quel est votre rôle ici ? Alors, donc, mon rôle, c'est d'être responsable du site. Donc, je suis en charge de l'ouverture du site au public, donc de l'organisation de la saison culturelle et de sa gestion au jour le jour. Donc, je suis la seule personne qui travaille ici à l'année. Je m'entoure d'une équipe de saisonniers pour l'été, de 3 personnes qui viennent me prêter main forte parce qu'on en a besoin pour accueillir les 10 000 visiteurs qu'on a chaque année. Et donc, voilà, j'organise la saison, je définis les événements, je noue des partenariats pour réaliser ces différents événements. Et après, au jour le jour, mes tâches sont extrêmement variées. Ça va de passer le coup de balai dans le musée le matin à faire la comptabilité le soir, voilà, en assurant les visites guidées, et, la billetterie, la boutique, servir des cafés aussi en plein été. Et puis là, en ce moment même, je suis en train de définir l'ensemble des événements qu'on va pouvoir faire pour la saison prochaine. Est-ce que vous voulez bien me présenter cet endroit ? Bien sûr, avec plaisir. Donc, le Collège royal et militaire de Thiron-Gardais, c'est un site dont l'histoire remonte au XIIe siècle. Au XIIe siècle, ici, on était dans une abbaye qui a été fondée par Bernard de Thiron. Et donc, au sein de cette abbaye, ensuite, au XVIIe siècle, a été fondé le Collège de Thiron, qui sera choisi ensuite par le roi Louis XVI pour devenir l'un des 12 collèges royaux et militaires qui préparaient à l'école militaire de Paris. Et donc, c'est un site qui, après la Révolution, est devenu un site privé. Porter le mot royal à la Révolution, c'était pas de bon augure. Et donc, il s'est passé de main en main entre des mains privées et qui a été ensuite racheté par le Conseil général d'Eure-et-Loir pour tenter de le restaurer. Mais comme ils n'avaient pas les fonds pour le restaurer, ils ont cherché un repreneur, d'où l'arrivée de Stéphane Bern qui a racheté le Collège royal et militaire en 2013, a entrepris 3 ans de travaux et l'a ouvert au public. Et donc voilà, aujourd'hui, d'où mon poste, l'ouverture de ce site au public. Comment devient-on responsable d'un site pareil, en pleine campagne percheronne ? Est-ce que vous êtes une férue d'histoire ? Racontez-moi un peu. Une férue d'histoire, oui, mais c'était absolument pas ma formation initiale. Je pense que c'était un très bon alignement des planètes. Moi, initialement, donc, j'ai fait une formation de commerce. J'ai fait l'école de commerce de Lyon. J'ai d'abord fait 2 ans de conseil en ressources humaines à Paris, donc rien à voir, vous me direz. Et pourtant, il y a énormément de compétences que j'ai développées pendant cette expérience et qui me resservent aujourd'hui. Et puis ensuite, oui, j'avais cette passion pour l'histoire qui était en dessous, que je ne laissais pas forcément prendre le dessus sur mes projets professionnels. Le confinement est arrivé avec son lot de questions, de questionnements. À quoi je sers ? À quoi sert mon métier ? Est-ce que vraiment je suis contente de l'impact que j'ai aujourd'hui ? Et puis petit à petit, voilà, la réflexion s'est faite. J'ai entendu parler de ce poste au Collège royal et militaire de Thiron-Gardais. J'ai présenté ma candidature très honnêtement en pensant qu'avec mon parcours, j'allais pas être retenue. Mais je me suis dit, franchement, je m'en voudrais si je tentais pas le coup. Et puis voilà, j'ai eu la chance d'être retenue. J'ai eu la chance que mes expériences passées aient plu et que les compétences que j'ai développées me permettent aujourd'hui de réaliser toutes les missions qui me sont demandées. Donc avec
Un peu de formation, beaucoup de passion, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Vous-même, vous avez grandi à la campagne ou pas du tout ? Alors, j'ai grandi en zone plutôt rurale. Mes parents sont originaires d'un petit village à côté d'Amiens. Et puis, toute ma famille est originaire de la baie de Somme. Donc là, c'est un encore plus petit village, avec 26 habitants à l'année, dont la moitié sont ma famille. J'ai en tout cas grandi dans des espaces qui n'étaient pas très urbains et où il n'y avait effectivement pas grand monde. Et c'était un souhait affiché pour vous de retourner vivre un moment dans un milieu rural ? C'était le cas. Très honnêtement, je ne pensais pas que ça viendrait si vite. Je savais qu'un jour, j'aurais envie de retourner en milieu rural parce que, personnellement, j'ai besoin de tout ce qu'on peut trouver ici. J'ai besoin de verre. Ma passion, au-delà de l'histoire et du patrimoine, c'est de courir et de faire du vélo. Donc, j'ai besoin de pouvoir avoir des grands espaces qui me permettent de le faire. J'ai besoin d'avoir un horizon. Je vous disais que j'ai grandi en baie de Somme, notamment. L'horizon, voir loin, c'est important et c'est pas forcément ce qu'on peut retrouver en ville. Donc, je savais pertinemment que j'allais finir par repartir de la ville. Je ne pensais pas que ce serait possible de le faire si tôt. J'avais cette vision un petit peu fermée, qu'on ne pouvait trouver un travail qu'à Paris et que de toute façon, voilà, si on voulait, en plus en sortant d'école de commerce, on ne pouvait pas faire autre chose que de rester à Paris. Tout le monde reste à Paris. Et, voilà, je m'étais fixé comme objectif d'être là 7-8 ans, d'être à Paris 7-8 ans avant de quitter la ville. J'y serais restée 2 ans, un peu plus court que prévu. Est-ce que vous vous souvenez de la réaction de votre entourage familial et amical quand vous avez annoncé votre décision de partir ? Alors, il était assez varié. Ma famille était ravie pour moi, très, très heureuse pour moi. C'était pas un secret dans la famille, le fait que j'allais vouloir quitter Paris à un moment. Je sentais que j'étais allée au bout de ce que je pouvais apprendre ou du plaisir que je pouvais prendre dans mon travail précédent. C'était aussi un soulagement pour tout le monde de savoir que je pouvais partir vivre ce que j'avais envie de vivre. Mes amis étaient ravis pour moi. Il y avait peut-être un peu plus de questionnement. Mais Paris va pas te manquer, mais quand est-ce que tu vas rentrer ? Mais il n'y a pas de jeunes là-bas, qu'est-ce que tu vas faire ? Enfin voilà, il y a eu beaucoup de questionnements qui continuent à venir. C'est vrai que moi, ils m'ont tous beaucoup fait rire parce que avant le premier été, tout le monde m'a demandé mais quand est-ce que tu vas rentrer à Paris ? Et puis pendant tous les week-ends de l'été, donc de mai à septembre, j'ai reçu des amis. Donc en fait, ils sont tous venus et moi, j'ai pas eu l'occasion de rentrer à Paris plus que ça. Mais c'est que le verre leur manquait plus que la ville ne me manquait. Bon, voilà, ils étaient en tout cas ravis pour moi. Mais encore aujourd'hui, il y en a qui me posent la question, mais ça va, tu t'es fait des amis, mais tu t'ennuies pas trop la semaine. Donc c'est assez rigolo, mais ils sont rassurés. Pour tous ceux qui sont venus me voir ici, ils sont rassurés, tout va bien pour moi. Est-ce que vous vous souvenez de votre arrivée ici, des premiers jours de l'installation ? Oui, je me souviens d'un soulagement énorme. Je me souviens des premières nuits qu'on a passées dans cet appartement, c'est assez dingue. Les premiers soirs où voilà, il y avait plus personne sur le site, il faisait nuit. Et on était tous les deux avec mon fiancé ici, et on se regardait, on se disait mais c'est quoi ce silence ? En fait, le silence nous faisait presque peur, parce qu'il y avait absolument aucun bruit dehors. On était là tous les deux au milieu de notre campagne, avec ce grand silence qu'on n'avait pas entendu depuis 2 ans à Paris. Donc je me souviens vraiment de ce silence, de ces espaces verts, pouvoir se promener le midi, aller boire un thé sur un banc au fond du jardin, et se dire mais c'est dingue, là on est un lundi midi. Repense un peu quand on était sur les Champs-Élysées ou à La Défense, qui était pas exactement la même ambiance. Donc je me souviens vraiment de ces espaces, de cet horizon et de ces silences. C'était les premières impressions que j'avais ici. Et également, c'était juste de pouvoir voir le ciel bleu. C'est tout bête, hein, mais en fait, en étant dans un immeuble, on sait qu'il fait beau, ou alors on le sait même pas. D'ailleurs, on sort le soir, il fait encore nuit, puis on n'a pas forcément vu qu'il avait fait beau pendant la journée. Et je me souviens d'avoir juste pu profiter, prendre le temps, en fait... de temps en temps, décider de prendre une pause et d'aller flâner dans le jardin et se dire, mais c'est dingue, imagine, il est 10h un lundi, il est 15h un jeudi, et je suis là dehors en train de me promener dans mon jardin. Qu'est-ce qui vous a le plus surprise ? Soit en quittant Paris, soit en arrivant ici, est-ce que vous avez eu des surprises ? Alors, des surprises... Oui, j'ai été en fait assez surprise du fait que Paris ne me manquait pas. Alors... Évidemment, les amis que j'avais à Paris pouvaient me manquer, mais on a toujours trouvé des solutions pour pouvoir se voir. Je vous ai dit, ils sont venus énormément. Mais en fait, c'est une des questions qu'on m'a beaucoup posée. Mais ça ne te manque pas Paris ? Qu'est-ce qui te manque de Paris ? Et justement, cette question-là, qu'est-ce qui te manque de Paris ? On me l'a posée à peu près 2 mois après que je suis arrivée ici. Et j'ai longuement réfléchi et il n'y a rien qui m'est venu. Et ça m'a étonnée parce que je pensais que le pas à sauter serait beaucoup plus compliqué. Oui, bien sûr, je venais moi-même d'une zone plutôt rurale, mais j'avais vécu 2 ans à Paris.
Paris, j'avais mes habitudes, je sortais voir des amis à peu près tous les soirs, j'avais un rythme assez effréné parisien. Et en fait, la transition n'a pas du tout été compliquée. C'est ça qui m'a plutôt étonnée. C'était une bonne surprise de voir que je me suis fondue très rapidement dans l'ambiance qu'il y a ici. Et l'accueil ici, est-ce que les gens étaient surpris de vous voir arriver aussi jeune, dans un coin aussi reculé Il y a eu quelques moments de surprise. Les gens étaient extrêmement accueillants, surtout. Très rapidement, moi, j'ai fait le tour du village pour pouvoir aussi me présenter aux différents commerçants, rencontrer le maire du village, rencontrer les différentes personnes qui pouvaient être ici. L'accueil a été à bras ouverts tout de suite. Je pense qu'ils étaient ravis, oui, comme vous dites, de voir quelqu'un de jeune arriver et puis avoir envie de s'investir pour le village. Je me souviens aussi de la première fois où j'ai croisé un jeune dans le village, si vous voulez. C'est assez rigolo, c'est plutôt j'étais en train de distribuer des prospectus, des brochures pour la réouverture du collège et j'étais dans l'un des commerces et puis il y avait un jeune devant moi qui se retourne et qui me dit mais tu es jeune et tu es ici. Et si on allait boire une bière? J'exagère, j'avais déjà croisé quelques jeunes dans le village, mais c'est vrai que c'est assez rigolo. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré les amis que je me suis fait ici. En fait, on a été plusieurs jeunes à arriver en même temps à Thiron-Gardais ou dans ses alentours. Hein. À la campagne, les distances sont moins longues. Donc à 10 km d'ici, c'est la porte d'à côté. Mais on a été plusieurs à arriver en même temps et donc à rapidement tisser des liens et se connaître assez facilement. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez sauté les deux pieds dans le verre ? Ce qui a changé, c'est que je suis beaucoup plus en accord avec moi-même. En fait, la manière dont je le formule souvent, c'est que j'avais le sentiment, ça n'engage que moi, mais d'avoir mis ma vie entre parenthèses quand j'étais à Paris. C'est-à-dire, j'étais dans ce rythme effréné parisien. Je bossais de 8h30, 9h à 20h. Ensuite, je rentrais chez moi et puis j'avais tout juste le temps d'aller boire une bière avec des copains pour rentrer. Et puis, il était minuit et la vie était finie, si j'ose dire. Mais je me disais, c'est pas grave, tu vas rester ici 7 ans. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. Et puis ensuite, tu passeras à une autre étape. Voilà, j'avais en tête mes parents dans une zone plus rurale qui ont leur petite vie bien posée, que j'enviais un petit peu. Mais je me disais, c'est le passage obligé. Toi, tu fais 7 ans à Paris, puis ensuite, tu pourras faire ça. Et puis, en fait, à un moment, je me suis dit, mais pourquoi ? Est-ce que je suis en train de mettre ma vie entre parenthèses en me disant, j'ai l'impression d'être arrivée au bout de ce que je peux apprendre et de la manière dont je m'épanouis dans mon travail. Moi, j'aime courir, j'aime le patrimoine, j'ai envie de vivre de la culture, j'ai envie de vivre dans une zone verte. Et pourquoi est-ce que j'attendrais 50 plus ? Et j'ai pas trouvé de réponse à cette question. Je me suis dit, mais c'est le moment de sauter le pas. Donc, en fait, en étant ici, j'ai le sentiment d'être beaucoup plus en accord avec la vie que j'ai envie de mener et de pas perdre de temps, en fait. De me projeter, de m'engager d'autant plus. Mais ça m'a permis, moi, psychologiquement, de me sentir beaucoup plus posée et de pouvoir me projeter dans ma vie. Je vous parlais de mon fiancé à l'instant. Hein. On a décidé de se fiancer une fois arrivé à la campagne. En fait, c'était quelque chose qui n'était pas du tout possible dans notre mode de pensée une fois quand on était à Paris. On était étriqués entre 4 murs, avec un rythme à fond, à pas forcément beaucoup se voir, en sachant aussi qu'on était dans cette transition. À Paris, en tout cas, c'était mon cas. On est dans des appartements. On prend ce qu'on peut se payer parce que l'immobilier est hors de prix, donc on sait qu'on va pas y rester toute notre vie, donc on peut pas s'investir non plus émotionnellement et psychologiquement énormément dans les espaces dans lesquels on vit. Et donc de savoir tout le temps qu'on est dans une parenthèse, moi ça m'empêchait de m'épanouir, de voir plus loin, d'avoir des projets de long terme. Et depuis que je suis ici, j'ai l'impression d'être sur une lancée, d'avoir un horizon, de retrouver cet horizon, que ce soit mentalement ou de manière physique, hein, parce qu'on le voit vraiment. Et donc moi, ça m'a permis d'avoir un projet de mariage, de savoir plus ce que j'ai envie de faire dans la vie, d'avancer et de me sentir beaucoup plus posée. Je n'ai pas ressenti le stress depuis que j'ai mis les pieds ici, ça fait beaucoup de bien aussi. Wow. Voilà. Pourtant, la saison doit être quand même assez... Oui, la saison, bien prenante, sûr, hein, elle est prenante émotionnellement, elle demande beaucoup de travail, mais c'est passionnant. Voilà, j'investis énormément d'énergie chaque jour, mais le soir, quand je ferme les grilles, les visiteurs s'en vont en disant « Merci beaucoup, on a passé une super journée ». Et en fait, moi, j'avais besoin de ce retour direct que je n'avais pas dans mon travail précédent. Bien sûr, je ne dis pas que j'avais pas d'impact, hein, j'en avais un, mais qui était indirect et qui, moi, ne m'apportait pas ce dont j'avais besoin. Donc ça me demande énormément d'énergie, mais je ne le ressens pas comme une pression, puisque, pour fêter ces 1 an, justement, ça fait 1 an que j'ai pas l'impression de travailler. Moi, c'est exactement ce que je cherchais dans ma vie, c'est ce que mes parents me souhaitaient. Hein. C'est ce que eux ont, ils sont tous les deux professeurs, avec une passion pour leur métier, ils me souhaitaient de vivre la même chose. Et depuis que je suis ici, c'est ce que je ressens, donc c'est un
un soulagement. En fait, c'est l'impression d'être à sa place, d'être là où on doit être. Ça ne veut pas dire qu'il y a un seul endroit sur Terre où on doit être, hein, bien sûr. Mais en tout cas, à cet endroit-ci, je pense que j'y suis bien. Est-ce que vous avez d'autres amis ou des copains de promo ou même des relations éloignées qui ont fait la même chose que vous, qui ont quitté la grande ville, ou vous êtes vraiment un cas à part ? Qui ont sauté le pas, non, pas vraiment. Il y en a qui ont ce projet, en tout cas à qui ça fait se poser des questions, mais c'est dans un horizon qui est un petit peu plus lointain. Non, j'ai pas de camarades de promo. Il y a encore beaucoup de personnes qui habitent à Paris. Il y en a aussi qui s'y investissent pour la vie, hein, qui achètent un appartement. Ça existe, voilà, oui. C'est bien aussi. Pour ceux à qui ça convient, c'est très bien de rester à Paris. Et d'ailleurs, tout ce que je dis n'engage que moi. C'est plutôt pour ceux qui ne sont pas bien à Paris que je me pose des questions. J'en entends, hein, moi, quand je rentre, qui disent « Ah, mais t'as de la chance. » La chance, on la provoque. Hein. J'ai pas de chance, j'ai juste simplement postulé un poste, mis de l'énergie dedans, et puis je suis arrivée ici. Il y en a qui peuvent vivre des moments difficiles dans leur travail, mais qui, je trouve, ne s'ouvrent pas la possibilité d'aller voir ailleurs. C'est-à-dire, ça va être changer de poste, mais rester à Paris. Ça va être ne pas considérer l'option d'aller voir ailleurs. Après, la vie à la campagne ne va peut-être pas à tout le monde. Hein. Il y en a qui sont habitués aussi à un certain rythme qu'on peut avoir à Paris, une certaine disponibilité de toute chose. Tout est ouvert partout, à tout moment. Il y a la culture un peu partout. Mais ça, c'est intéressant aussi. On me demandait si ça allait pas me manquer. Justement, tout le monde savait que j'aimais beaucoup la culture. Et on me disait, mais à Paris, il y a les musées, il y a les théâtres, mais ça va pas te manquer. En 2 ans à Paris, j'ai dû faire 2 musées et un théâtre. J'en ai fait beaucoup plus depuis que j'ai quitté Paris, justement. Où je vais aller, que ce soit à Chartres ou à Paris, hein, mais sur une soirée pour voir une pièce de théâtre, pour aller au cinéma, voilà. Mais ce n'est pas quelque chose que je faisais quand j'étais à Paris, justement. Donc on a peur de quitter Paris parce qu'on a peur que tout ça ne soit plus à disposition. Mais quand on bosse de 9h30 à 20h le soir, en fait, on n'a pas le temps d'aller faire un théâtre et d'aller voir... On n'a plus l'énergie. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile dans ce changement de vie ? Le plus difficile, ça a été que j'ai eu une transition qui a été extrêmement rapide entre mes 2 postes. Je vous disais que je suis arrivée il y a pile 1 an. J'ai quitté mon travail précédent 2 jours avant de prendre ce poste-là. Donc la transition était très rapide. J'avais posé ma démission et demandé 1 seul mois de préavis, donc c'était très rapide. Donc je suis arrivée ici en transition totale, avec encore dans la tête tout le stress que je pouvais avoir emmagasiné dans mon travail précédent. Il fallait que j'apprenne un nouveau boulot, que je recrute 3 personnes pour travailler avec moi, que je leur apprenne ce boulot que je ne connaissais pas encore moi-même. Donc évidemment, il fallait que je me familiarise avec tout l'écosystème, rencontrer toutes les personnes qui y avaient autour, apprendre ce métier, préparer le site. Enfin voilà, il y avait plein de choses que je pouvais pas anticiper. C'est tout bête, hein, on veut ouvrir un salon de thé, il faut une vitrine réfrigérée, il faut plein de matériel qu'il fallait que j'achète, plein de relations qu'il fallait que je noue avec des fournisseurs. Donc c'était... En fait, j'avais 3 mois pour faire tout ça. Et c'était énormément d'investissement, énormément de travail, mais c'était pas du stress pour autant. Donc c'est là où c'est intéressant. Mais voilà, donc ça a été peut-être la chose la plus difficile pour moi, c'était dans un temps très court de devoir apprendre énormément de choses et me retrouver ici, voilà, où j'avais pas de repères initialement, parce que ma famille n'habite pas ici, on a débarqué un petit peu ici, donc de me retrouver un peu sans repères, à devoir me les construire justement, et me faire confiance. En fait, c'est aussi ça, dans mon travail précédent, j'étais dans une grosse entreprise, on était énormément de salariés, donc on est un petit bout dans un grand mécanisme en fait, hein, dans un grand système, donc on peut un peu compter sur tous ceux qu'il y a autour, enfin voilà, on a un peu l'impression d'être... une petite pièce, mais qui peut être un peu interchangeable au bon vouloir de chacun. Et là, c'était pas le cas. C'est-à-dire, si moi, je faisais pas quelque chose, il y avait rien qui se faisait. Donc, c'était à la fois difficile et en même temps, dès le premier jour d'ouverture du site, c'est ça qui a été extrêmement gratifiant. C'est-à-dire, quand j'ai ouvert le site pour le premier jour, je me souviens de mon stress en ouvrant les grilles, en me disant, mais est-ce que quelqu'un va venir ? Et effectivement, les premiers visiteurs sont arrivés. Et là, tout a pris sens, quoi. Tout a pris sens. Les visiteurs étaient ravis, sont ressortis en remerciant pour la journée qu'ils avaient passée. Et je me suis dit, c'était pour ça. Bon, c'est génial. Voilà, donc ça a été difficile, mais la partie difficile n'a pas duré très longtemps. Quel conseil donneriez-vous à des citadins de votre âge ou plus âgés qui souhaiteraient sauter le pas eux aussi ? Je donnerais le conseil de se faire confiance et de s'ouvrir
l'univers des possibles. C'est-à-dire moi, si j'étais restée dans mon mode de pensée de l'époque, je n'aurais jamais postulé au poste auquel j'ai postulé ici. Je ne serais jamais arrivée ici. J'ai vu cette offre passer, elle m'a fait rêver. J'en ai pas dormi pendant 2 nuits, mais vraiment, hein, littéralement. Et je me suis dit, mais il faut que je tente. Et en même temps, je regardais mon CV, je me disais, mais c'est pas possible. Enfin voilà, il y a bien quelqu'un qui a fait une licence d'histoire, un diplôme de je ne sais quoi, qui va pouvoir être beaucoup plus légitime que moi à ce poste. Et puis, je me suis dit, mais fais-toi confiance, et pourquoi pas, après tout, et pourquoi pas. Et donc, j'ai investi, oui, énormément d'énergie, mais pour quelque chose qui m'en a donné bien plus. Et en se faisant confiance, et en s'ouvrant l'univers des possibles, en fait... voilà, j'ai été reçue pour cet entretien, ça s'est très bien passé, on m'a rappelé derrière, j'ai hurlé en faisant des tours de mon petit appartement parisien, on fait vite le tour. Puis voilà, j'ai débarqué ici, les choses se sont faites très rapidement. Et à nouveau, hein, on m'a dit, mais tu as de la chance, et je le répète, on l'a créé cette chance. On l'a créé, hein. Je me souviens, je regardais des offres d'emploi, alors pas sur ces sites-là où j'ai trouvé celle-ci, mais je regardais différentes offres d'emploi, et au début, je triais la catégorisation de ces offres, je triais en regardant ressources humaines. Voilà, je faisais des ressources humaines, donc je cherchais des postes en ressources humaines. Puis les postes que je voyais me faisaient absolument pas rêver. Et à un moment, je me suis dit, tiens, et si je cochais culture ? J'adore ça, j'ai jamais fait ça, mais j'adore ça. Et puis voilà, là j'ai vu plein d'autres offres arriver, et puis j'ai postulé, et puis en fait je me suis ouvert le champ des possibles. C'était juste une petite case à cocher, hein, mais qui a ouvert plein d'autres choses. Au lieu de cocher que Paris, j'ai coché aussi Paris et un peu plus loin. Et puis on élargit le cercle, le diamètre du cercle qu'on va bien mettre autour de Paris. Et là, le champ des possibles... s'ouvre, mais je trouve qu'on se met énormément de barrières soi-même, à se dire, voilà, j'ai suivi un tracé qui était logique, en tout cas dans mon cas, hein, j'ai fait une classe préparatoire qui s'est enchaînée avec une école de commerce, on dit toujours que c'est la voie royale, c'est super, et derrière l'école de commerce, il faut faire de la finance ou du conseil, parce que sinon on a raté sa vie, et puis une fois qu'on fait du conseil, il faut arriver au grade de senior, parce que sinon ça servait à rien de faire du conseil, et puis voilà, et ensuite ça s'enchaîne, et alors il y a des personnes, à nouveau je ne critique pas, il y a des personnes à qui ça va très bien, et tant mieux, parce qu'il en faut, mais si on sent que ça ne nous va pas, pourquoi pas juste ouvrir le champ des possibles? Est-ce que vraiment, après l'école de commerce, ne vient que le conseil ou la finance? Est-ce que vraiment, quand on a fait du conseil, il faut arriver jusqu'au grade de senior? Est-ce que vraiment, il n'y a qu'à Paris qu'on peut trouver un boulot? Je parle de moi, le travail que j'ai trouvé. Mon fiancé a un travail aussi dans la région, et il est responsable d'une école du numérique et directeur de 3 campus d'une école du numérique qui sont dans la région. On peut trouver des boulots dans d'autres choses. Il y a des entreprises qui sont installées dans des territoires plus ruraux. Donc voilà, je conseillerais vraiment ça, juste simplement de ne pas se mettre de barrières et de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui nous rend heureux, en fait? Si ce qui nous rend heureux, c'est d'être plus dehors, ou de faire du travail plus manuel, ou d'avoir des objectifs qui soient plus concrets, voilà, il y a des personnes qui me disent moi, ce que j'adore, c'est travailler de mes mains pendant le confinement. J'ai travaillé le bois pendant tout le confinement, j'ai adoré. Et pourquoi pas? Et pourquoi ça pourrait pas être un métier? Mais il y en a, hein. Il y a des menuisiers, il y a des charpentiers. Moi, je les vois travailler ici sur le chantier du collège. C'est des métiers magnifiques. C'est des savoir-faire que j'admire énormément. Moi, j'apprends énormément des personnes qui travaillent ici. Va avec cette idée de quitter Paris aussi, la revalorisation, en tout cas dans nos esprits, de certains métiers qu'on considère comme étant, voilà, on fait ces métiers-là si on n'a pas le niveau pour faire d'autres études. Et je suis absolument pas d'accord avec ça. Je trouve qu'il y a aussi, quand je dis un champ des possibles extrêmement large, c'est que voilà, quand on sort de simplement les métiers qu'on nous propose, quand on sort de ce qu'on appelle communément les grandes études, j'aime pas ce terme-là, il y en a plein d'autres, et il y a plein de choses. En fait, vivre de sa passion, c'est possible. En fonction de la passion que chacun a, il y a plein de possibilités. Vous parliez tout à l'heure du déclic du confinement, vous l'avez exprimé comme ça, mais ça a aidé, je pense, à votre réflexion. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous ressentiez physiquement? Est-ce que c'était un malaise? Comment vous est venue l'idée qu'il fallait faire quelque chose, en fait? C'était pendant le premier confinement, celui que j'ai peut-être le mieux vécu, entre guillemets, parce que je suis retournée me confiner à la campagne, dans le village de mes parents. Donc c'était très sympa, justement, de pouvoir quitter Paris, de pouvoir venir souffler un peu. Mais du jour au lendemain, on m'a mise au chômage partiel. Voilà, j'ai reçu un petit mail. On m'a mariée, à partir de demain, tu seras au chômage partiel. Soit. Ça fait un coup. Le mot chômage fait quand même bizarre, hein, quand ça fait 1 an qu'on travaille à peu près. Je me suis dit, alors ça y est, je suis au chômage. Et alors là, ce qui m'a marqué, c'est que le monde a très bien tourné sans moi.
En fait, j'étais au chômage partiel, et puis en fait, il y avait rien qui changeait. C'est-à-dire, il y avait tout qui marchait très bien. Les projets que j'avais arrêtés, c'était pas grave s'ils se menaient pas maintenant. En revanche, le plombier du coin qui pouvait pas venir, ça c'était problématique. Le jardinier qui pouvait pas venir entretenir les espaces de la ville, ça c'était problématique. Enfin, il y a plein de métiers qui se révélaient être indispensables. Le commerçant du coin, lui, il fallait qu'il travaille. On pouvait plus aller chez le coiffeur. Enfin voilà, il y avait des choses qui paraissaient beaucoup plus importantes que mon travail. Et ça m'a vraiment fait un coup. Bien évidemment, je parle pas ici, mais le travail des personnels de santé, on le voyait, était vraiment très important. Et en fait, dans ma famille, justement, j'étais confinée avec l'ensemble de ma famille, mes parents qui sont professeurs, donc eux, c'était très important. Ils avaient les élèves qui leur écrivaient en disant mais voilà, comment on fait pour étudier. Leur travail était important. Mon beau-frère, qui lui est médecin, faisait ses études de médecine, donc pareil, qui avait un travail important. Mon frère pédicure podologue, qui avait ses patients qui l'appelaient. Ma belle-sœur ergothérapeute. Tout le monde avait vraiment un travail qui était nécessaire pour les gens. Et moi, personne m'a appelée. Donc c'était assez violent, pour être honnête. Et je me suis dit, très bien. Alors, est-ce que ça ne nécessite pas une petite remise en question ? Parce que quand on me demandait ce qui était important pour moi dans la vie, je disais, j'ai envie d'avoir un impact, j'ai des valeurs, j'ai envie de les mener à bien, j'ai envie de concrétiser tout ça. Et je me suis dit, là, clairement, c'est un signe, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas un impact direct. Donc, ça a été un peu de réflexion. J'ai eu le temps, au chômage partiel, de prendre la réflexion. Et je me suis dit, écoute, de quoi est-ce que tu as envie ? J'ai apprécié énormément d'être à la campagne pendant ce confinement, d'être dehors tout le temps, de pouvoir profiter de grands espaces. Je me suis dit, moi, c'est ça que j'aime. Donc, j'ai pris le temps de faire des choses que je n'avais pas le temps de faire avant quand j'étais pas au chômage partiel. Donc j'ai lu énormément, j'ai regardé plein d'émissions historiques, j'ai fait ce que j'avais envie de faire et ce qui correspondait à ma passion. Et puis je me suis dit, c'est qu'en fait, quand je fais ça, je suis heureuse. Quand je fais ça, j'ai l'impression d'avoir un impact, justement. Et voilà. Et donc j'ai décidé que c'était le moment de chercher quelque chose, en tout cas, sauter le pas. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même depuis que vous êtes installée ici ? Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même ? J'ai appris que j'étais capable de faire des choses, de réaliser des choses vraiment. Je me faisais pas confiance avant d'arriver ici, et en arrivant ici, j'ai été obligée de le faire, parce que dans mon travail, c'est ce qu'on me demande. Responsable de site, il y a responsable dedans, donc quand on est responsable de ce qui se passe, il faut apprendre à faire. Comme quoi, par exemple apprendre à se faire confiance surtout, c'est-à-dire en arrivant et en se disant dans 3 mois il faut que j'ouvre et j'ai jamais fait ça. Je me suis dit mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Et puis si c'était possible, j'ai décomposé ça en plein de petites étapes. Alors c'est ce que je dis, c'est ce que m'a appris aussi mon travail précédent, bien évidemment. Bien sûr. Et c'est là où j'ai réutilisé des compétences que j'avais développées auparavant. Mais donc j'ai découpé tout ça en petits morceaux et puis ça a fini par marcher. J'ai appris à me débrouiller aussi. C'est tout bête, mais une petite chose qui m'a marquée quand je suis arrivée. Il fallait que je m'occupe d'aménager mon poste de travail. Et puis, j'avais pas d'ordinateur, donc il fallait que je me commande un ordinateur. Et donc, j'ai regardé sur les sites professionnels pour me faire livrer un ordinateur. Et ça prenait un temps de dingue. Et c'était des ordinateurs qui étaient hors de prix, parce que c'était des ordinateurs pour les pros. Et puis, à un moment, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais pourquoi tu vas pas à la Fnac t'en acheter un ?» Je me suis dit « Mais c'est dingue, parce qu'en fait... j'avais pas cet esprit de débrouille qui est peut-être un peu annihilé justement dans mon travail précédent à Paris, où on contacte le service informatique, qui est une espèce de nébuleuse qui va s'occuper des problèmes informatiques. Là, le service informatique, c'était moi. Et en fait, plutôt que d'essayer de passer par des intermédiaires et beaucoup de choses, pourquoi pas essayer de faire les choses soi-même. Donc oui, j'ai pris ma voiture et j'ai été m'acheter mon ordinateur. Et l'après-midi même, il était là, donc c'était beaucoup plus simple. C'était la même chose. Je voulais faire des panneaux de signalisation dans le jardin. Et j'ai pris des planches, je les ai sciées, je les ai peintes, j'ai cloué des poteaux dedans, je les ai plantés dans le jardin et voilà, le panneau était là et c'était beaucoup plus simple et beaucoup moins cher aussi que d'aller essayer d'en acheter à droite à gauche. En fait, je me suis débrouillée. J'ai appris à me débrouiller quand il y avait un problème sur le site. De toute façon, il n'y avait que moi pour le régler. Donc, il faut se faire confiance et il faut aller de l'avant dans toute situation. J'ai appris aussi à ne pas tout maîtriser. J'avais ce côté extrêmement scolaire, qui était peut-être dû à mon parcours d'ailleurs,
entre la classe préparatoire, l'école de commerce et le conseil. Je pense qu'on peut pas faire plus scolaire. C'était ce qui m'allait très bien, mais du coup, j'avais besoin de tout maîtriser. Et là, ici, tout en étant responsable, je ne peux pas tout maîtriser. Et j'ai appris à accepter ça aussi. C'est-à-dire, je partais dans ma saison culturelle en me disant, de toute façon, ça va pas se passer comme prévu. Forcément, il y a des choses qui vont pas se passer comme prévu. Mais donc, où est-ce que je peux avoir la marge de manœuvre pour que, même si ça se passe pas comme prévu, ça se passe bien quand même. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris à sortir un peu de ce côté scolaire en acceptant que tout ne pouvait pas être maîtrisé à 100%. Donc tout ça, je pense que ça m'a appris surtout à être plus détendue dans mon travail, moins stressée et à voir aussi quelles étaient les choses importantes et qu'est-ce qui ne l'était pas. Voilà, on s'inquiète pour les choses qui sont vraiment importantes et on ne s'inquiète pas pour ce qui n'en vaut pas la peine. Est-ce que durant cette année qui vient de passer, il y a un épisode, un moment particulier qui surgit de votre esprit, au cours duquel vous vous êtes dit « Non mais là je suis vraiment à ma place, là, c'est là que je devais être ». Alors, il y a eu plusieurs éléments, je vais essayer d'en choisir un, mais je pense que c'était pendant les événements marquants qu'on a organisés pendant cette saison. Moi, quand je suis arrivée, j'avais le projet d'organiser des nuits contées au collège. Donc, ce sont des soirées nocturnes où on a des contes et légendes du Perche qui sont racontés dans le jardin. Donc, à la tombée de la nuit, on a des bougies qui illuminent l'ensemble du jardin. Et donc, je suis arrivée au collège avec cette idée. Je savais que je n'avais que 3 mois pour préparer ma saison, où j'ai beaucoup repris ce qui s'était fait les années précédentes, mais j'avais envie d'innover un peu. Et donc j'ai mis toute mon énergie dans la préparation de ces événements, qui étaient vraiment créés de toutes pièces, donc c'était pas facile, et puis j'avais absolument jamais fait ça. Et donc j'ai mis toute mon énergie, j'ai préparé des solutions, si jamais il pleut, comment on fait, enfin voilà, tout ce qu'il pouvait y avoir, nouer des liens forts avec les conteurs, avec qui on a monté un superbe spectacle. Et il y a eu la première soirée, la première nuit comptée, donc j'étais quand même je dirais pas stressée, parce qu'à nouveau, c'était pas ce que je ressentais, mais j'avais beaucoup d'appréhension, je voulais que tout se passe bien. Et la soirée s'est déroulée, alors cette fois-ci, parfaitement comme prévu, ce qui était complètement dingue. On avait fait carton plein, jardin comble, comme on aimait dire. Il y avait 80 personnes qui étaient là, je voyais les étoiles dans les yeux des visiteurs, tout le monde qui applaudissait à la fin, qui nous a remerciés. Enfin voilà, c'était vraiment un moment extrêmement fort. Et quand tout le monde est reparti, j'ai fermé les grilles, avec l'équipe, on a fini de tout ranger, d'éteindre les 1000 bougies qu'il y avait dans le jardin. Et à minuit 00, quand tout s'est terminé, j'ai soufflé un bon coup et je me suis dit, mais voilà, c'était pour ça en valait la peine. J'ai vu que j'en avais été capable, j'ai vu que tout pouvait bien se passer, je me suis sentie à ma place. Et voilà, je me souviens vraiment d'avoir soufflé, après avoir soufflé la dernière bougie, d'avoir soufflé un peu pour moi et de m'être dit que ça en valait la peine et que c'était chouette. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années qui viennent ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? De rester là, par pitié. Donc on peut me souhaiter de rester ici et de développer un maximum de projets par la suite, et c'est ce qui se présente en tout cas pour moi. Il y a d'autres bâtiments qui ont été rachetés par Stéphane Bern, et donc qui vont être restaurés également pour pouvoir organiser d'autres choses au sein du site, donc avoir d'autres offres qu'on peut proposer. Donc en fait, mon travail va continuer d'évoluer, et c'est ça dont j'ai envie, de pouvoir continuer à avoir la même latitude d'action, pouvoir proposer des choses et qu'on me dise oui, allez-y, mettez-le en place. C'est exactement ce qui s'est passé pendant toute la saison. Et puis voilà, de pouvoir continuer à vivre ici, développer des projets, attirer du monde dans ce territoire rural et passionnant qui est Thiron-Gardet. Et peut-être même que ça rayonne un peu sur d'autres et que d'autres aient envie de venir sauter le pas. Renforçons le nombre de jeunes à Thiron-Gardet et dans les campagnes, mais avec grand plaisir. Merci Marie. Avec grand plaisir, merci beaucoup. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Un grand merci à Marie Enoch d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Comme le Collège royal et militaire de Thiron-Gardet vaut le détour, vraiment, je mets dans le descriptif de cet épisode les liens qui vous permettront d'organiser votre visite. Si vous voulez réagir à cet épisode ou que vous souhaitez vous aussi apporter votre témoignage au micro de Laisse Béton, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Et puis si vous aimez ce podcast, décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous. À très bientôt.